Bonjour, Big Entretien, troisième jour du CIMI et je reçois Marie-Laure Leclerc de Souza, la nouvelle patronne de JLL France et pas que. Bonjour, bienvenue pour ce Big Entretien sur ce troisième jour du CIMI avec Marie-Laure Leclerc de Souza, JLL. Marie-Laure, bonjour, bienvenue. Bonjour Gaël. Un petit mot d'abord, on va parler du marché. On parlera ensuite de l'actualité de JLL France et puis on évoquera peut-être un petit peu l'avenir des conseils en immobilier d'entreprise. D'abord sur le marché, comment tu pourrais qualifier cette année 2023 en un mot ou en un groupe de mots, comme tu veux? Turbulente, chahutée, mouvementée. Je pense qu'on est à peu près dans ce champ lexical. Très bien. Si on entre davantage dans le détail des marchés, quelles sont les classes d'actifs qui ont surperformé, celles qui ont sous-performé ? Alors ça va être assez simple de te répondre. Je rêverais d'avoir une liste à l'après-vert des classes d'actifs qui ont surperformé. Or aujourd'hui, je considère que les classes d'actifs, certaines ont réussi à se stabiliser, certaines ont montré effectivement un certain appétit de la part des investisseurs. La classe de l'hôtellerie potentiellement peut être considérée comme une classe d'actifs ayant une stabilité et un intérêt réel des investisseurs. L'ensemble des classes d'actifs, malgré tout, ont souffert en 2023. Bon, bah ça, c'est un discours de vérité. Un petit mot sur le bureau, qui reste quand même la première allocation d'actifs des investisseurs institutionnels. Est-ce qu'on ressent sur le terrain ce bureau bashing que certains journalistes, pas que Business Immo, ont pu alimenter dans leurs différentes chroniques? Est-ce que ça s'est ressenti sur les allocations des investisseurs institutionnels et sur le terrain, sur le marché locatif aujourd'hui? Quel est un petit peu l'état d'esprit ? Alors, en France, nous sommes assez préservés par rapport justement à d'autres pays européens ou par rapport à d'autres régions au niveau mondial sur justement ce bureau bashing. Ce bureau bashing est différent en France pour une question culturelle. Nous sommes vraiment des latins, nous avons besoin de nous retrouver au bureau, donc la sociabilisation passe aussi par le monde du bureau, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays d'Europe. Ça, c'est un premier sujet, mais nous sommes champions en Europe du retour, en France du moins, au retour au bureau, avec à peu près 75% en moyenne de retour au moins 3 jours au bureau. En tout cas, ce sont des chiffres de septembre. Ce qu'on retrouve par contre en Asie, c'est une autre version du bureau. Donc ils en sont pour d'autres raisons culturelles, mais sont aussi vraiment présents. Par contre, aux États-Unis, on subit le bureau bashing et on le voit. Et en fait, je ne sais pas si c'est ce que nous voyons qui donne ce bureau bashing ou l'inverse, mais les investisseurs, effectivement, et les financiers de façon générale, et les médias aussi de façon assez générale aux États-Unis, voient des quartiers de bureaux entiers assez vides. Ouais. Donc on peut parler de San Francisco, on a un petit retour au bureau à New York, mais on peut parler de Chicago aussi, ou de Austin, où justement, là, on voit réellement l'impact du télétravail, de ces bureaux vides, mais de ce fait des commerces aussi qui ferment les uns après les autres, des restaurants qui disparaissent et d'une vie sociale qui est un peu transformée. Donc, on le subit en Europe, mais moins qu'ailleurs. Et en termes d'investissement, on sait effectivement que ça n'a pas été forcément là où l'ensemble du capital s'est posé. Si on revient un petit peu sur le marché locatif et qu'on revient un peu sur Paris, sur le Grand Paris, sur la région Île-de-France, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Est-ce que les valeurs locatives dévissent? Est-ce que les valeurs vénales ont pris le toboggan? Alors nous sommes dans un marché assez difficile à comprendre, assez schizophrène, c'est-à-dire que nous avons une volonté des entreprises de faire revenir l'ensemble des collaborateurs au bureau, donc de leur apporter une hypercentralité, une localisation absolument parfaite dans un marché où nous avons le taux de vacances le plus bas sur cette centralité parisienne. Donc effectivement, dans Paris Intramuros, dans les quartiers centraux d'affaires, sur les immeubles qui cochent aussi l'ensemble des obligations environnementales, nous avons des prix qui sont très hauts, qui n'ont jamais été aussi haut et qui commence à se stabiliser à 4 chiffres, donc c'est assez déstabilisant pour tous. Donc la barre des 1 000 € du mètre carré, hors taxe, hors charge, hors indexation, je rajoute tout. Et hors parking. Et hors parking. Il y a encore des parkings à Paris? Semble-t-il. Bon, celle-là, elle est acquise. Elle est atteinte et aujourd'hui, elle est considérée comme étant non plus un plafond de verre, mais effectivement une valeur intrinsèque des bureaux dans Paris Intramuros.
D'accord. Et une fois qu'on est sorti de ce QCA, une fois Voilà. qu'on est... Donc quand je te parlais de marché schizophrène, c'est effectivement, par contre, donc ce taux de vacances extrêmement bas dans Paris intramuros que nous ne retrouvons pas en première couronne. En première couronne, nous avons des taux de vacances assez hauts avec des immeubles et un portefeuille d'immeubles neufs répondant à l'ensemble des exigences environnementales qui pourraient être de merveilleux outils de travail pour les entreprises et qui aujourd'hui ne sont pas forcément regardés au premier abord parce que la localisation n'est pas celle qui permettrait, selon les entreprises et selon leurs réflexions sur le retour au bureau, une attractivité pour leurs collaborateurs. Ce qui veut dire que ça deviendra peut-être demain un marché de report, si au bout d'un moment il n'y a pas assez d'offres. Exactement, donc on commence à le voir sur la Défense. Ouais. La Défense se tient bien, la Défense se tient relativement bien et aujourd'hui on voit que les immeubles qui répondent à l'ensemble des exigences des entreprises sont en train de se remplir, donc le report est réel et on commence à le constater, à l'objectiver. Nous souhaitons vraiment qu'on arrive aussi à l'objectiver vers des communes de première couronne qui méritent tout à fait l'attention des entreprises. Je sors un tout petit peu du bureau, mais pas que, et je vais sur le marché de l'investissement. 2023 sonne un peu comme une annus horribilis pour les équipes Capital Market. Quelles sont un peu tes convictions pour 2024 ? On va essayer de se projeter. Alors, des convictions, puis il faut rester positif. On est en fin d'année, ça ne sert à rien de toute façon de dresser un portrait difficile. L'année 2023 en investissement a été caractérisée par l'hypercentralisation, la segmentation des marchés, une difficulté d'accès au capital. Donc, on va laisser ça de côté. On espère une stabilisation de l'environnement et du contexte macroéconomique au deuxième trimestre de 2024. On a besoin de stabilité, on a besoin de savoir, on a besoin d'avoir justement une visibilité sur ce que sera le marché l'année prochaine. Mais plus nous aurons justement un contexte économique stable et rassurant, plus nous aurons donc cet appétit. Il y a évidemment le recadrage des valeurs, l'appétit des investisseurs au bon endroit, peut-être la volonté pour certains d'avoir une possibilité de réaliser des opportunités intéressantes et d'investissement. Donc là où il faudra justement être très vigilant, c'est d'avoir un marché le plus équilibré possible et qui ne parte pas dans un sens ou dans l'autre l'année prochaine. On peut s'attendre à une reprise des volumes ou ça va être un peu plus compliqué ? On sait qu'il y a de l'argent, on sait qu'il y a beaucoup de fonds qui ont été levés, qui ciblent l'Europe. Je pense notamment à des fonds américains qui sont prêts. Donc de l'argent, il y en a. Après, il faut se mettre d'accord sur les valeurs. Mais du coup, on peut espérer une reprise un peu des volumes en 2024 ? Nous espérons une reprise des volumes au deuxième semestre. Ouais. On va encore travailler un petit peu au premier semestre pour tout stabiliser et D'accord. permettre qu'au deuxième semestre, on puisse justement avoir un volume plus important. C'est le souhait de tous. Très bien. Un petit mot sur l'actualité de JLL France. La plupart des grands conseils immobiliers ont annoncé des résultats en baisse au troisième trimestre de 2023. Je ne suis pas sûr que le quatrième puisse tout rattraper. Comment JLL France traverse cette période ? Alors, nous sommes en France un peu plus de 1200 collaborateurs sur une diversification des classes d'actifs, mais aussi des métiers et du temps. Donc nous travaillons effectivement chez JLL France en transaction, mais que à 50% par rapport aux autres métiers que sont le conseil, l'aménagement, l'expertise, l'ensemble du monde aussi des travaux. Donc nous avons un équilibre de nos résultats qui permettent dans certains domaines de rattraper d'autres. Donc ça nous a toujours permis sur ces 20 dernières années d'avoir un équilibre. Donc bien entendu, le marché de l'investissement et le département investissement chez JLL est un département qui est un département à forte marge, comme nous le savons tous, et qui réalise un chiffre d'affaires toujours assez record. Donc cette année, effectivement, ce n'est pas eux qui tirent l'ensemble des chiffres, mais malgré tout, l'ensemble des résultats sera légèrement en baisse, mais la baisse la plus faible possible. Très bien. Tu as été promu récemment, tout récemment même, à la tête de JLL France. Alors, pas que JLL France, mais tu veux me dire également les autres pays que tu couvres. Un petit mot sur la feuille de route ? Alors, ça fait 2 ans qu'en complément de mes activités de directrice de l'agence et du conseil pour la France, j'avais la responsabilité de tous les bureaux européens, donc des 23 bureaux européens de JLL. Donc là, je vais en enlever quelques-uns pour effectivement avoir la chance d'être présidente donc, de la France sur l'ensemble des activités, mais aussi du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, de la Belgique et du Luxembourg. Ouais, quand même.
Bon, la feuille de route, c'est quoi La l'objectif? feuille de route, c'est apporter une direction à l'ensemble de nos collaborateurs dans un contexte assez mouvementé, leur permettre une autonomie, une montée en compétences et une volonté d'être le conseil préféré de nos clients, d'avoir envie de se lever le matin pour voir ses collègues et avoir le sourire parce qu'on fait des choses chouettes et on est dans un métier passionnant. Donc ma feuille de route, c'est de continuer, et JLL a toujours eu cette volonté de mettre l'humain au cœur de notre stratégie. Donc dans un moment compliqué tel que celui que nous connaissons aujourd'hui, le but du jeu, c'est que l'humain, notre plus belle richesse, soit au cœur de cette stratégie, toujours en allant dans le sens de l'innovation, du développement durable, de l'IA. La tech et l'innovation sont aussi mes dadas, comme Charles, et effectivement, je continue dans ce biais. Donc bien entendu, la feuille de route, c'est d'être le conseil préféré de nos clients dans toutes nos activités avec des collaborateurs qui s'éclatent. Il y a des lignes de métier ou des secteurs géographiques sur lesquels il faut aller chercher du développement, de la croissance, pourquoi pas de la croissance externe? Il y a plein de choses. En termes de géographie, effectivement, nous ne sommes pas présents sur l'ensemble des grandes métropoles françaises, mais nous avons des partenariats, et en l'occurrence un joli partenariat avec Tourny Meyer aussi. Donc c'est plutôt le sens de notre approche du marché, donc de façon géographique, être plutôt en partenariat que de tout recommencer à zéro. Après, sur l'ensemble effectivement des volontés de croissance, nous en avons, et comme je te l'expliquais, nous avons effectivement des activités très diverses, complémentaires, mais dans lesquelles on a toujours des bonnes idées à aller chercher. Et on est aussi assez pionnier dans les bonnes idées chez JLL. Donc ça va être aussi ma feuille de route, continuer à donner envie à tous les collaborateurs d'avoir les bonnes idées pour développer des nouvelles offres de services. Très clair. Alors je ne reçois pas que la présidente de JLL France, Espagne, Portugal, enfin bref, la moitié de l'Europe. Je reçois aussi la présidente de la FNAIM Entreprise et la présidente d'Imostat. Je voudrais d'abord un petit mot sur l'initiative Live Deal qui avait été lancée par la FNAIM Entreprise. Quels sont un petit peu les objectifs et puis également le plan de route et la mise en place aujourd'hui de cette initiative? Alors la FNAIM Entreprise est une commission qui répond effectivement à la Fédération nationale des agents immobiliers, qui est toute connue par tous par le cube jaune. L'idée est de cette commission au sein de la fédération, c'est de pouvoir faire avancer le métier dans le bon sens et de répondre aux exigences de nos clients et de répondre à l'ensemble des obligations légales qui sont les nôtres. Typiquement, ce que la FNAIM Entreprise a fait depuis des années, mais elle n'a pas forcément communiqué énormément dessus, c'est travailler sur la connaissance des clients, la lutte anti-blanchiment, Tracfin. On a réussi justement tous ensemble, parce que nous avons ce type d'agora, de permettre en fait à ce que tout le monde soit au bon niveau et avancer auprès des clients. Et donc on a toujours essayé justement d'être un tout petit peu en avance par rapport aux besoins de nos clients. Là en l'occurrence, nos clients investisseurs nous ont fait part de leur difficulté de suivre les missions de commercialisation de A à Z. Nous avons tous des moyens de communiquer qui sont différents. L'investisseur peut recevoir pour un immeuble équivalent autant de PDF, WhatsApp, Teams, tableau Excel, email ou documents papier, et ne se retrouver plus dans la commercialisation. Il faut ranger la chambre. Il fallait ranger sa chambre, il fallait la mettre au bon endroit, exactement. Donc nous avons, au sein de la FNAIM Entreprise, considéré que cette action était une action qui allait dans le sens du bien du client, de la transparence de nos informations, et de justement aussi faire monter en compétence l'ensemble du métier des conseils en immobilier d'entreprise. Donc nous avons créé cette plateforme qui est une plateforme qui est donc ouverte à l'ensemble des adhérents de la FNAIM Entreprise au niveau national. Et le but de cette plateforme, c'est de permettre juste que les informations qui sont nécessaires pour un investisseur pour commercialiser son actif, quelle que soit sa taille, sa géographie ou sa classe d'actifs, soient accessibles 24 heures sur 24 en appuyant sur un bouton. Et la raison pour laquelle nous l'avons opéré en direct, c'est que c'était la seule façon de faire pour que nous soyons RGPD compatibles, que nous soyons certains de la protection des données de nos clients, et que nous protégions la confidentialité de nos clients. Un mot en tant que présidente de la FNAIM, le regard que tu portes sur l'évolution du paysage des conseils immobiliers. On est dans une période chahutée. Toutes les périodes chahutées ont amené des phases de consolidation ou de transformation des métiers. Est-ce que si on se projette un petit peu dans l'avenir, on va réassister à un mouvement de consolidation des acteurs ? Quand nous passons des moments comme celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'apprendre des choses et d'avoir des opportunités. L'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui, c'est de continuer à faire progresser les collaborateurs des conseils en immobilier d'entreprise, c'est de les faire monter en compétences et que nous soyons des experts connus et reconnus. Donc je considère que cette période de crise est un bon moment pour montrer justement qu'on sait un tout petit peu travailler différemment.
Après, sur ce que cela va avoir comme impact au niveau du panorama des conseils, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux hélas répondre complètement à ta question, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile de faire notre métier. La pression qui est apportée par l'ensemble des parties est réelle. Il faut avoir les nerfs solides, parce que même si on veut vraiment bien travailler, ce n'est pas forcément évident. Aujourd'hui, nous avons des conseils qui, pour certains, sont d'une taille qui permettront de passer tout type de crise. D'autres sont plus en indélicatesse, mais je tiens à saluer l'énorme effort qui est fait justement et la qualité du travail qui est réalisé par les acteurs de plus petite taille que celle que je représente aujourd'hui et qui, dans ces moments de tempête, ont peut-être des difficultés à réaliser leur fin de mois. Donc chapeau et continuons tous ensemble, il y a de la place pour tout le monde et espérons que ce panorama se spécialise et que nous sommes tous en train de monter en compétences. Bien sûr, j'en suis persuadé et on va suivre toute cette actualité au fil de l'année 2024. Marie-Laure, merci beaucoup. Merci beaucoup Gaël. Et à très vite. À très vite.